On a un peu parlé d'un recueil de nouvelles que vous avez fait paraître en 2014, qui est On ne voit pas la nuit tomber, qui est un recueil de nouvelles policières, des tranches de vie qui nous montrent des héros souvent désabusés, avec peut-être un thème qui revient souvent chez vous, la ressemblance. Oui. Pourquoi ce thème-là? Parce que c'est quelque chose qui me frappe dans la vie. Chaque fois, je ne peux pas m'empêcher, lorsque je vois des gens dans le tram, dans le métro, dans la rue, au magasin, dire tiens, celui-là il ressemble à celui-ci. Je revois toujours quelqu'un en transparence par rapport à quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas, c'est peut-être une déformation, mais c'est facile. Et alors, maintenant, et sur le plan romanesque, je vous avoue que c'est facile. Plutôt que de décrire quelqu'un dans long et en large, dire qu'il ressemble à Depardieu, ça vous fait l'économie d'une description. Donc, et le lecteur est tout de suite en familiarité, avec le personnage que vous avez mis en scène. Alors de là, il y a un thème effectivement, et puis de là à faire une nouvelle entière là-dessus, ça m'a pas amusant, avec un retournement évidemment à la fin. Mais j'ai imaginé cette disquaire qui voit défiler du matin au soir toute une série de gens qui sont des gens célèbres, et tiens, tu t'y fais penser à un tel, et puis des vivants et des morts en plus. Donc et puis voir certains, il voit arriver Chirac 2-3 fois, et puis Madonna, et puis ça m'amuse. Mais en même temps, c'est comme ça dans la vie. Donc quand je me trouve, même à la télé, les rares fois où je vois des débats, je me dis, tiens, ce type, il fait penser à... Et enfin, moi, je ne sais pas qui, hein, mais je sais qu'il fait toujours penser à quelque... voilà, c'est une manière, à moi, de regarder les gens et de les assimiler à tort ou à raison, les uns avec les autres. C'est tout. Est-ce que c'est différent d'écrire des nouvelles ou des romans? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, parce que dans le roman, on s'installe, on prend son temps, on a envie de raconter une histoire qui est beaucoup plus développée, dans laquelle il y a divers épisodes, divers événements, alors que dans une nouvelle, généralement, dans un conte, on focalise sur un seul événement, on ne les accumule pas. On met en présence peu de personnages, en principe. Est confronté à quelque chose de bien précis qui n'a pas besoin d'être développé ni étendu. En tout cas, dans ma tête, il y a une différence profonde, systématique même. Quand j'écris une nouvelle, je sais que j'écris une nouvelle. Alors cela dit, il m'est arrivé de me servir une ou deux fois de certaines nouvelles pour un roman. Par exemple, j'avais écrit une nouvelle, attendez, c'était pour, je crois que c'est pour mon livre qui s'appelle L'été est une saison morte. Je crois que je suis parti d'une petite nouvelle et je me dis tiens, au fond, il y avait moyen de développer ça. Au départ, c'était une nouvelle qui faisait une quinzaine de pages, qui avait paru dans une anthologie à Paris. Et les années après, je l'ai repris. De même, vous l'avez cité là tout à l'heure, le roman L'enfer d'une saison. Au départ, c'était une petite nouvelle. Mais il n'y avait pas c'était la nouvelle uniquement sur le sujet, au fond. Le sujet a fait l'objet d'une courte nouvelle, mais je l'ai largement réutilisé avec d'autres épisodes pour en faire le roman. Mais au départ, j'ai fait une petite nouvelle qui porte un titre, je crois que je pense que c'est pas le même titre d'ailleurs, j'ai publié il y a une quinzaine d'années aussi. Oui, sur le même sujet. Oui. Nous avons une petite question encore au sujet des nouvelles. Par à nouveau Frédéric Ivens. Il parle doucement. Oui, il parle Des doucement. auteurs comme Jean Rey ou Thomas Owen ou encore Eddie Bertin, pour revenir à lui, se sont fait connaître grâce à leurs nouvelles en Belgique et à leurs romans dans le cas de Jean Rey, mais la nouvelle, actuellement, est-elle encore un genre porteur dans notre petit pays, dans le domaine du fantastique? Est-ce que les nouvelles sont encore porteurs dans un pays comme la Belgique au niveau du fantastique ou même plus largement porteurs. Est-ce qu'on lit encore beaucoup de nouvelles? Écoute, moi, depuis que je suis dans ce milieu, donc ça fait un paquet d'années maintenant, j'entends les nouvelles ne marchent pas. Les nouvelles ne marchent pas, et paradoxalement, chaque année, il sort des dizaines de recueils, sinon des centaines de recueils de nouvelles. Donc j'entends à la fois la chose et son contraire. Et je constate que les nouvelles existent.
Ce qui malheureusement est moins le cas, c'est que les supports tendent à disparaître. Il y a encore quelques années, les journaux, les magazines, les revues publiaient des nouvelles. Justement, là, je prends, on ne va pas parler de Sinon, mais Sinon, quand il a commencé, quand il est arrivé à Paris dans les années 1920, il a publié un nombre considérable de nouvelles, 1 millier, je crois, mais parce qu'il y avait 100, 150 journaux, magazines qui en publiaient. Aujourd'hui, on n'en a presque pas. Donc je crois que la tentation d'en écrire existe, mais que malheureusement les supports sont de plus en plus absents. Il y en a quelques-uns en Belgique, comme par exemple la revue Marginale, qui lui est essentiellement des nouvelles. Mais effectivement, ça ne pousse pas les auteurs en écrire. Et les éditeurs, soi-disant, les découragent. Mais en même temps, on en publie tout le temps. On en publie tout le temps. Donc c'est un paradoxe qui est là. Mais moi, je suis grand amateur de nouvelles. J'adore ça. Et puis c'est commode, on fait un trajet en train, voilà, on passe une demi-heure, 3 quarts d'heure maximum, et puis on passe à autre chose, on n'a pas besoin de se remémorer. Moi je trouve que c'est même très commode la nouvelle. Votre dernier livre, paru, Le dictionnaire amoureux de la Belgique. Oui. C'est un dictionnaire hors du commun qui propose 250 articles qui couvrent une bonne partie de l'histoire et de la culture belge. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Alors la genèse est très simple. J'avais fait, il y a 4 ou 5 ans maintenant, je ne sais plus exactement, j'avais fait un dictionnaire Rimbaud, qui est une commande en fait. J'avais publié les 3 biographies dont nous avons parlé, dont celle de Rimbaud, qui a eu un certain accueil, un certain succès, et à l'époque, l'éditeur Bouquin m'a contacté pour que je fasse un dictionnaire Rimbaud, parce que mon livre sur ma biographie avait beaucoup plu. Alors j'ai fait ça avec une équipe de collaborateurs. J'ai choisi les entrées, j'ai choisi les collaborateurs. Bon, c'est toute l'aventure que je raconterai un jour parce qu'elle est très, très amusante. Et à la fois très curieuse, parce que travailler de manière collective, vous le savez, c'est pas toujours commode. Il y a beaucoup de gens qui vous laissent tomber en cours de route, qui vous promettent bons et merveilles, qui ne font plus rien, enfin bon, sans compter tous les égos qu'il faut gérer, c'était pas évident. Enfin, toujours est-il que j'avais pris goût à la formule dictionnaire. Parce que le dictionnaire Rimbaud, j'ai écrit à peu près la moitié des articles. Et souvent d'ailleurs obligé parce que les gens m'ont laissé tomber les produits vers ça, comme ils n'ont pas fait et que moi je devais avoir de mes copies, donc je me suis tapé toute une série d'articles qui en principe étaient censés être écrits par d'autres. Mais alors, je veux dire que j'ai pris goût à cette formule faire dictionnaire. Et puis j'ai toujours aimé mener de front une œuvre de fiction et une œuvre de non-fiction. Je fais ça depuis mes débuts. Quand vous parlez du fantastique, tu regardes les dates, il y a toujours un roman qui part en même temps, ou l'année avant, ou l'année après. Donc j'aime bien mener ça. Et alors, je me suis senti désœuvré quand j'ai fini mon dictionnaire Rimbaud. Je me dis, merde, qu'est-ce que j'aime bien faire quelque chose. Et alors, le hasard a fait que je suis tombé sur un livre de cette collection. Et sans le savoir, j'ai regardé la table, enfin la même collection, et j'ai vu qu'il n'y avait pas la Belgique. Je dis, tiens, c'est bizarre. Alors j'ai envoyé un mail. D'abord, j'étais au type qui dirige la collection, que j'avais connu quand à l'époque où j'étais au Foie Noir à Paris, donc ça remontait à 20-25 ans. Je n'avais plus jamais revu, je ne savais pas s'il était toujours en vie d'ailleurs, s'il dirigeait toujours cette collection. Mais enfin, j'avais obtenu le mail de plomb. Et en lui disant, serais-tu, comme je le connaissais bien, serais-tu intéressé par un dictionnaire amoureux de la Belgique? Mais en me disant, si ça se trouve, c'est en projet, il y a déjà 50 auteurs qui ont sollicité. Alors c'est extraordinaire, ça arrive. Le lendemain, donc j'envoie mon mail un lundi, le mardi, j'avais la réponse, ok, on fait dictionnaire amoureux de la Belgique. Formidable, alors on s'est téléphoné. Et puis après ça, il m'a dit, mais tu fais ce que tu veux, tu vas comme tu veux, c'est ta Belgique à toi. Le principe de la collection, c'est une Belgique personnelle. Enfin, c'est un anti-dictionnaire. Il m'a donné quelques instructions générales, mais pas sur le contenu, en disant qu'il fallait que les notices soient relativement longues, il
ne fallait pas que ce soit 5 lignes ou 10 lignes, il ne faut pas que ce soit un bête dico, que ce soit moins développé. Il m'a donné toute liberté sur le choix. De temps en temps, quand on s'est vu par la suite, il me disait tiens, est-ce que tu parles de ceci? Est-ce que je me souviens, il m'a dit tiens, Stromae, est-ce que tu vas en parler? Je disais oui, je disais non. Voilà. Et il m'a jamais dit il faut absolument que tu parles d'un tel ou de tel sujet, ou de tel. Donc je vais ça avec la plus grande liberté et le plus grand bonheur, et j'ai fait ça vraiment avec énormément de plaisir. J'ai mis 1 an et demi à faire ça. Le livre est un peu plus long que ce qu'il a et ce qu'il est, parce qu'il a malheureusement été trop long. J'ai dû retirer une série d'articles et raccourcir d'autres. Ça je regrette, ça c'est mon regret. Parce qu'il y avait un problème de main, comme on dit. De tenir un livre, si on dépassait un certain nombre de 800 pages, ça devenait un peu compliqué pour le lecteur. Enfin ça je regrette un peu. Ou sinon, non, et en plus le livre a très bien marché, continue à très bien marcher, donc c'est un vrai plaisir. J'ai raconté ma Belgique sentimentale, buissonnière, avec des choses que j'avais envie de dire. Mais c'est un livre que je n'aurais pas pu faire quand j'avais 40 ans. Je crois qu'il faut une certaine vie quand même. Je ne dis pas que... En même temps, c'est autobiographique. Je ne parle pas de moi, hein. Je ne parle pas de ma vie privée, de mes états d'âme, de mes émois. Mais en fait, je parle d'expériences que j'ai connues, que j'ai vécues. Lorsqu'il est question de Prévost, dont on a cité l'un plusieurs fois, quand j'ai fait un article sur Binche, comme il était natif de Binche, et qu'il avait plusieurs fois dit qu'il détestait Binche, qu'il haïssait sa ville, je n'ai pas pu ne pas commencer mon article sur Binche en parlant de Prévost. Donc tous les articles sont liés à des expériences que j'ai connues. Lorsque je parle de Skutner ou de surréaliste, parce que quand j'avais 17, 18, 20 ans, je commençais à m'immerger dans ce monde, il m'attirait beaucoup. D'ailleurs, je vous raconte cette anecdote, ce serait peut-être une des dernières. Je me souviens que j'étais très fasciné par le surréalisme à cette époque. Et alors, il y avait un libraire qui se rue des Éperoniers qui s'appelait Laurent, L-O-R-E-N-T. Et là, il m'a donné un conseil qu'aucun libraire au monde ne donne à ses clients. Il m'a dit, mais enfin, il voyait que j'étais jeune et que je n'avais pas beaucoup de pognon. Alors il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous venez me trouver? Allez directement chez l'éditeur, et vous aurez une remise. Et il m'a donné l'adresse des Lèvres Nues, qui était une maison d'édition qu'avait fondée Marcel Marienne. Et moi, il m'a donné rue Charles Quint, ici à Bruxelles. Quand je suis allé aux Lèvres Nues, c'est comme si j'allais chez Gallimard ou chez Larousse. Donc je m'attendais à une enseigne gigantesque, des bureaux de réception, de superbes nanas derrière mon comptoir, une standardie, etc. Et quand je suis arrivé dans cette toute petite maison qui tombait quasiment en ruine, avec le tout petit bouton, là, il y avait Marielle, et qui m'a reçu dans sa cuisine, qui sentait le chou, j'étais tout à fait déconcerté. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Allez, aux Lèvres Nues, moi, les Lèvres Nues. Je mettais sous mes pieds que Gallimard, Grasset ou Lafont, évidemment. Au fond, c'est quoi être belge? Je ne sais pas, c'est quoi être belge, je sais. C'est avoir, je l'ai dit tout à l'heure indirectement, en parlant fantastique, c'est avoir les pieds sur terre et avoir le sens de l'insolence et de l'impertinence. Avoir le sens de la dérision et de l'autodérision. Je crois que le Belge est très bien. Il n'a pas de leçons à recevoir, ne serait-ce que surtout des Français, lorsqu'ils nous enlèvent avec Molenbeek et compagnie. Ils ne savent pas ce que c'est, de qui plus est. Ils situent ça dans la banlieue, alors que ce n'est pas du tout dans la banlieue. On voit qu'ils n'ont jamais mis les pieds à Bruxelles. Enfin, je dis ça les Français, mais je crois que dans d'autres pays c'est pareil. Il y a eu des articles aux États-Unis aussi. Je crois que c'est aussi un pays qui peut être fier de ce tout petit pays, et surtout du côté francophone, a donné au XXe siècle des Hergé, Magritte, Sinon, Lucky Luke, les Schtroumpfs. Enfin, il y a une addition de choses extraordinaires. Je ne crois pas que les Pays-Bas ou le Danemark ou d'autres pays de la même grandeur ont donné autant de valeur internationale que la Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de Danois, ou même de Hollandais qui pourtant économiquement sont sûrement plus forts que nous, parce qu'ils ont des multinationales que nous n'avons pas. Ils ont Shell, ils ont Philips, ils ont Unilever, ils ont plein de choses comme ça, mais du côté artistique, citez-moi un écrivain hollandais, un peintre, oui, un peintre peut-être, oui, il y en a, mais 19e, Van Gogh, oui, mais on s'arrête à ça, à Mondrian, et puis voilà. Non, mais je trouve que pour ça, les Belges sont extraordinaires. Et même,
l'apport de la Belgique à la culture mondiale est quelque chose d'extraordinaire, de totalement tata, enfin bon, j'en ai parlé. Et ben, quand on voit tout ça, c'est absolument, absolument prodigieux. Et ça se renouvelle tout le temps. Hein. Un type comme Stromae maintenant, voilà, qui conquiert le monde entier avec ses petites chansons, c'est extraordinaire. Hein. Je trouve que c'est un pays qui a une leçon en soi de personne. Donc, être belge, c'est peut-être ça. Quel est le mot qui définit le mieux la Belgique? Ça, c'est peut-être négatif, c'est compromis. C'est un pays de compromis, mais c'est dû à la nature même des choses et à la géographie du pays, au fait qu'il y a 2 langues, enfin, tout est double chez nous. Même du côté wallon, c'est double, hein, puisqu'il y a un gouvernement wallon, il y a un gouvernement bruxellois et un gouvernement fédéral, donc tout est deux, donc c'est l'art du compromis, mais on s'en sort plutôt bien, on est capable pendant 541 jours de ne pas avoir de gouvernement. Et ça sidère le monde entier, quoi. Ce qui montre quand même que tout ça a été bien fait. Et que les lois qui étaient en place, puisqu'on ne pouvait pas en faire d'autres, et on ne pouvait pas modifier, on ne pouvait pas nommer des gens, ça prouvait que tout ce qui avait été fait était bien fait.